Des centaines de corps ont été retrouvés dans la ville de Damasak, dans le nord-est du Nigeria. Des corps de personnes apparemment victimes des exactions du groupe islamiste Boko Haram. À Johannesburg, l'armée et la police sud-africaine ont procédé à des contrôles d'identité dans les quartiers habités par des étrangers. Cette nouvelle mesure vise à anticiper toute nouvelle attaque xénophobe dans le pays. Regain de violence à Baltimore suite à la mort d'un jeune noir. La garde nationale et des milliers de policiers ont dû être appelés en renfort pour amener le calme dans la nuit de lundi à mardi. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette édition. Nous démarrons ce journal par quelques informations en bref. Les corps de centaines de personnes ont été retrouvés dans la ville de Damasak dans le nord-est du Nigeria. Des corps de personnes apparemment victimes des exactions du groupe islamiste Boko Haram qui a perpétré de nouvelles attaques pendant le week-end, nouveau signe de son pouvoir de nuisance. Muhammadu Buhari, le nouveau président élu qui doit être investi le 29 mai prochain, a promis lundi de traiter Boko Haram comme des terroristes parce qu'ils ne sont qu'un faux groupe religieux. Les victimes découvertes jeudi ont été enterrées dans une vingtaine de fosses communes samedi. Au Bénin, le premier tour de l'élection présidentielle de 2016 aura lieu le 28 février. Il s'agit là d'une des décisions prises par le Conseil des ministres en sa séance extraordinaire dans la journée d'hier. Statuant sur le deuxième tour du scrutin, le Conseil des ministres l'a fixé au 13 mars 2016. Mais avant, le peuple béninois sera aux urnes en mai prochain, soit dans quelques semaines, pour les élections communales, municipales et locales. Pour l'heure, les électeurs sont dans l'attente des résultats des élections législatives organisées dimanche dernier. Direction le Togo, en attendant les résultats de l'élection présidentielle du 25 avril, la mission des observateurs du processus électoral et du scrutin dépêché par l'Union africaine s'est prononcée hier lundi. Selon le chef de cette mission, l'ancien Premier ministre guinéen, le scrutin s'est bien déroulé sur l'ensemble du territoire togolais. Nous vous proposons de suivre ici un extrait de sa déclaration. Observation du scrutin et du dépouillement. La mission a constaté que la grande majorité des bureaux de vote visités ont ouvert à l'heure. Les bureaux de vote visités par la mission étaient situés dans les écoles, facilement accessibles aux personnes vivant avec handicap, aux personnes âgées et aux femmes, et étaient aménagés de façon à assurer la fluidité du vote. L'atmosphère à l'extérieur des bureaux de vote était pacifique et calme, malgré la forte affluence à l'ouverture, et aucune activité de campagne n'était visible aux alentours des centres de vote. Les observateurs ont noté que le matériel électoral était disponible à temps et en quantité suffisante tout au long du scrutin. Les urnes étaient correctement scellées et placées de manière visible pour le public. Les listes électorales étaient affichées à l'entrée de tous les bureaux de vote. La bonne compréhension des procédures de vote par la majorité du personnel électoral a permis un bon déroulement du vote dans l'ensemble des bureaux de vote visités. Toujours au Togo, les résultats partiels donnés par la CENI suscitent déjà des contestations. Dans le camp du principal adversaire, la CENI aurait violé les dispositions du code électoral en donnant les résultats. Suivons ici Éric Dupuis, le porte-parole de Jean-Pierre Fabre. Alors, depuis quelques heures, l'opposition a publié un communiqué et a affirmé que son candidat est en tête. Est-ce que vous pensez que c'est légitime ce communiqué qui affirme que vous êtes en tête alors que c'est la CENI qui doit donner les premières tendances? Nous n'avons pas donné de tendances, nous avons dit que les procès-verbaux qui sont en notre possession donnent une lettre avance à Jean-Pierre Fabre. Nous n'avons pas donné de résultats et nous avons expliqué dans ce communiqué que nous avons publié hier soir que par respect à l'accord que nous avons signé avec les partenaires observateurs qui sont au Togo, nous nous abstenons de toute publication en ce sens. Et nous demandons aux populations de rester donc vigilantes et de suivre, de rester tranquilles et de suivre ce qui se passe. Mais depuis ce matin, vous avez dû constater que la CENI est en train de donner des résultats partiels, ce qui est totalement en violation de la loi. Normalement, la CENI doit pouvoir vérifier tous les PV en provenance des CENI avant de donner des résultats provisoires. Or, la CENI ne respecte pas cela, d'autant plus que
D'autant plus que les CENI dont la CENI donne les résultats sont des CENI qui posent problème. Nous avons écrit à la CENI tout à l'heure, nous demandons qu'il faut se garder de proclamer des faux résultats, dans la mesure où, aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, il y a plusieurs CENI qui prêtent à des doutes sérieux. Alors, Monsieur Dupuis, est-ce qu'il n'est pas bien d'attendre la proclamation des résultats avant de faire ce genre de contestation ou de recours? Je ne sais pas si vous connaissez bien le Togo. Le Togo, c'est un coup de force, dans la mesure où vous n'avez pas pris le temps de collecter vos PV, de pouvoir les défendre dès maintenant. On va transmettre les résultats provisoires à la Cour constitutionnelle, qui est totalement inféodée au régime et qui va prononcer des résultats définitifs. Donc il nous appartient aujourd'hui de tirer la sonnette d'alarme afin que la communauté internationale soit avertie sur la réalité du problème. Au Burundi, les autorités ont fermé lundi la principale radio indépendante du pays, la RPA. Ils ont fait arrêter l'une des figures de la société civile opposée à un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza, tout en empêchant de nouvelles manifestations contre le chef de l'État à Bujumbura. Reportage. La radio publique africaine, station la plus écoutée du Burundi, a elle-même annoncé dans l'après-midi s'être fait retirer son autorisation d'émettre avant que son signal ne soit coupé. Accusée par les autorités burundaises d'incitation au soulèvement, la RPA ne pouvait déjà plus émettre au-delà de Bujumbura depuis les premières manifestations de dimanche. C'est très regrettable qu'on en arrive là, mais il est clair qu'on veut bien, il y a quelque chose qui se prépare. On veut préparer certainement des massacres à huis clos. Si on ferme tous les médias, et quand on entend déjà qu'il y a des gens qui ont des armes, qui ne sont ni policiers ni militaires, qui maintenant sont en train d'être déployés à travers toute la capitale, vous comprenez très bien le risque que nous courons. Entre dimanche et lundi, environ 320 personnes au total ont été arrêtées selon un regradé de la police. Rappelons que 3 personnes avaient péri dimanche dans des affrontements entre manifestants et policiers. 2 autres personnes avaient ensuite été tuées dans des descentes nocturnes réalisées selon des témoins par des jeunes du parti présidentiel dans le quartier de Cibitoke, dans le nord du Burundi, où les affrontements avaient été les plus violents dans la journée. Pour tenter de calmer le jeu lundi, c'est l'armée perçue comme plus neutre que la police par la population qui a été déployée partout à travers la capitale burundaise. En bref et en images, la garde nationale et des milliers de policiers ont dû être appelés en renfort et un couvre-feu nocturne a été imposé à Baltimore pour ramener le calme dans la nuit de lundi à mardi. Cette disposition a fait suite à une explosion de violence après la mort d'un jeune noir dans un commissariat de police. Les violences ont éclaté juste après les funérailles de Freddie Gray, décédé après son interpellation musclée par la police. Plusieurs supermarchés ont été pillés et incendiés, tout comme des voitures, y compris des véhicules de police. Rappelons que Freddie Gray est décédé le 19 avril à des suites d'une fracture des vertèbres cervicales, une semaine après son interpellation à Baltimore. L'armée et la police sud-africaine ont procédé à des contrôles d'identité dans des quartiers de Johannesburg habités essentiellement par des étrangers. L'armée est déployée par le gouvernement depuis bientôt une semaine pour soutenir la police dans la répression des attaques xénophobes. Cette dernière mesure vise à anticiper toute attaque xénophobe dans le pays. Cette décision est la dernière en date dans une série d'initiatives du gouvernement du président Jacob Zuma. Ceci pour sécuriser les townships et rassurer la communauté internationale et les autres pays africains dont étaient originaires la plupart des victimes des violences de xénophobie. Mais le déroulé de l'opération laisse perplexe. Ils vont dans les magasins, ils vont dans les restaurants, ils vont dans tous les business en demandant les papiers. Et les services de l'immigration ne sont pas avec eux. C'est juste l'armée qui fait son truc, c'est assez primitif. Ils viennent dans votre magasin et demandent les papiers d'identité au lieu de vous aider et de vous sauver. Vendredi, la Tanzanie a rapatrié une trentaine de ses ressortissants, dont des femmes et des enfants ayant trouvé refuge dans des camps de déplacés à Durban. Le samedi, le Zimbabwe lui a emboîté le pas. L'Afrique du Sud, jadis havre de paix pour ses réfugiés, est devenue un enfer terrestre.
Je regrette d'être venu parce que l'Afrique du Sud, des fois, c'est un autre continent. Moi, par exemple, je suis un Africain, je viens de Somalie au départ. Quand je suis venu ici, je pensais sauver ma vie, échapper à la guerre civile qui a lieu dans mon pays. Mais je suis venu ici et c'est de pire en pire. C'est l'escalade, au point que je ne suis pas heureux ici. Alors que le chômage continue de toucher une grande partie de la majorité noire, plus de 21 ans après la fin du régime raciste d'apartheid, les immigrés du continent sont accusés de prendre le travail des Sud-Africains, voire leur logement, et de contribuer à la criminalité élevée. Madame, Monsieur, c'est l'instant de la revue de presse africaine. La revue de presse africaine pour aller à la découverte de la une des sites d'information et journaux parus ce jour. C'est avec Johannes Toanou. Bonjour. Bella Oumansé, bonjour. Bonjour à tous. Alors, la revue d'aujourd'hui, nous la démarrons par le Togo où les populations vivent dans l'attente des résultats de la présidentielle de samedi. Absolument, Bella, et Afripresse de relayer en manchette. La compilation des résultats n'avance pas à la CENI. Les résultats de la CELI-BINA contestés par la coalition pour l'alternance politique 2015. Autre titre, toujours avec Afripresse, élection présidentielle du 25 avril, Cap 2015 et Adi monte au créneau. Alors, nous allons passer maintenant au Bénin. Parlant toujours des élections, les tendances autour des législatives de dimanche filtrent dans la presse. Bien sûr, et la nouvelle tribune de relayer en manchette législative au Bénin, l'alliance ABT fait une entrée fracassante au Parlement. Le pays émergent toujours autour des élections législatives du 26 avril 2015. L'Union fait la nation en force. Le PRD égale à lui-même. Le PRD égale à lui-même. La décadence des FCBE et baptême de feu réussi pour FDU et l'AND. Actu Express publie les velléités tendancieuse de fraude et manipulation électorale dans la 5e circonscription électorale. Les militants de l'Union fait la nation mobilisés pour préserver leur suffrage. Ils en appellent à la dextérité de la Sénat et de la Cour constitutionnelle. La tribune de la capitale revient sur la bataille de la 19e circonscription électorale qui n'a pas eu lieu. La Cour constitutionnelle appelée à respecter la voie des urnes. Un autre titre toujours à la tribune de la capitale, prochaine présidentielle au Bénin, Yahi Boni convoque le corps électoral pour le 28 février 2016. En République démocratique du Congo, des craintes sont notées autour des prochaines élections locales et législatives provinciales, entre autres, n'est-ce pas? Bien sûr, et le phare de relayer en manchette, CENI, sans nouveau fichier électoral, confusion électorale. Africa Time revient toujours en République démocratique du Congo. La justice doit jouer un rôle majeur à l'approche des élections. Propos de Jean-Michel Dumont, ambassadeur de la représentation de l'Union européenne en RDC. L'Observateur, lui, titre sur les assassinats en série de Mwanda, Congo central, l'un des présumés auteurs dans les filets de la police. Dans tout un autre registre, Johannes Toanou, l'État islamique enrobe aussi des Sénégalais, à en croire les quotidiens du pays. Bien sûr, et Dakar Actu d'afficher en manchette, attentat, suicide à la frontière entre l'Irak et la Jordanie, un Sénégalais dans le coup, selon l'État islamique. Sénéweb.com relaie le même titre, en relayant les propos de l'imam Eladj Mohamedou Abdoulaye Cissé. Les djihadistes tuent parce qu'ils ont une interprétation opportuniste du Coran. L'Ural.net titre autre actualité en manchette, entendu par la chambre d'accusation. Maître Amadou Sall se défausse sur la presse. Affaire Maître El Hadj Amadou Sall, toujours en titre de CNews cette fois-ci. Maître Ciré Cléodore Ly, les propos pour lesquels il est poursuivi ne rentrent dans aucune qualification pénale. Johannes Toanou, ce sera tout pour la revue de ce jour. Merci d'être passé. Tout le plaisir pour moi. Madame, Monsieur, ce sera tout également pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.